C'est un massacre oublié, une répression sanglante dans une démocratie aujourd'hui célébrée, le massacre de Jeju en Corée du Sud. Nous sommes en 1948. La Corée est déjà divisée en deux. Le Nord, sous domination soviétique, et au Sud, un gouvernement ultranationaliste appuyé par les États-Unis et qui mène sa propre chasse aux sorcières contre les communistes. L'île de Jeju, tout au sud de la péninsule, est devenue un refuge pour les militants communistes. Mais les affrontements avec la police se multiplient et la loi martiale est déclarée en 1948. En avril, l'armée intervient aux côtés de la police et se livre alors à une répression terrible. Entre 25 et 30 000 civils auraient été tués ou sont portés disparus. C'est près de 10% de la population de l'île. Longtemps tabou en Corée du Sud, cet épisode sanglant a finalement été l'objet d'une commission d'enquête dans les années 2000 et il vient d'être reconnu officiellement par l'UNESCO. Près de 80 ans après, billet retour sur le massacre de Jeju. C'est un reportage de Adrien Kiliko, Aruna Popuri et Mélodie Sforza. Les pas sont tremblants, mais la mémoire est toujours vive pour Chun-ho. À 88 ans, elle revient près de la grotte qui lui a sauvé la vie. La première fois que j'y suis rentrée, j'avais 11 ans. Maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai trop peur. À l'époque, c'était une question de vie ou de mort, alors j'ai foncé. Aujourd'hui, le simple fait de la regarder me terrifie. Des grottes comme celle-ci, l'île de Jeju, au sud de la Corée, en compte une centaine. Des cavernes, théâtre d'une répression sanglante, menée par l'armée coréenne contre sa propre population au siècle dernier. À l'aube de la guerre froide en 1948, la Corée se scinde en deux sœurs ennemies, sous l'influence des superpuissances. Au nord, les soviétiques. Au sud, les États-Unis et l'obsession de l'emprise communiste. Une partie de Jeju s'oppose à cette scission et devient une cible de Séoul. Le très jeune gouvernement la surnomme l'île rouge et considère que 90% des habitants adhèrent au communisme. La loi martiale est alors proclamée et l'armée lance une véritable chasse aux sorcières. Elle massacre adultes et enfants. Pour rentrer dans la grotte, j'ai dû y aller à genoux, en rampant. Quand je repense à notre survie ici, imaginez, il n'y avait aucune lumière, c'était le noir complet. On ne savait pas si c'était le jour ou la nuit, l'hiver ou l'été. Pour boire, l'eau tombait goutte à goutte du plafond. On s'allongeait à plat ventre pour la lécher. Après 51 jours cachés dans la pénombre, Chun-ho et le reste des villageois sont repérés par les soldats sud-coréens. Ils parviennent à s'enfuir, mais les deux frères de la jeune fille ne survivront pas longtemps. Ils meurent, épuisés par le froid et le manque de nourriture. Aujourd'hui, certaines cavernes ont été aménagées pour ne pas oublier. Quand j'y pense, je me dis, j'ai vraiment vécu dans la boue. Je n'avais nulle part où aller. Pas de couverture, pas de vêtements. Nous allions dans les champs de patates douces pour ramasser les restes après la récolte. C'était ça notre vie. Nous vivions parce que la mort n'avait pas voulu de nous. Après 6 longues années de traque, la loi martiale et les atrocités de l'armée prennent fin en 1954. Mais les survivants, comme Chun-ho, subissent des discriminations. Lorsqu'ils parlent, ils sont insultés. Communistes, bandits, rouges. Impossible pour eux de louer une maison ou de travailler dans une entreprise. Bonjour. La seule solution pour les rescapés, ne jamais raconter les massacres.
Aujourd'hui, c'est le nouvel an lunaire en Corée du Sud. La grand-mère est invitée chez son fils aîné pour honorer leurs ancêtres. Chun-ho a passé toute sa vie à Jeju. Elle y a construit sa famille, 4 enfants, 9 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Je me sens très bien, surtout quand mes petits-enfants viennent me voir. C'est un bonheur d'en avoir autant à mon âge. En 2003, soit un demi-siècle après le drame, le gouvernement coréen reconnaît le massacre de Jeju et présente des excuses. Chun-ho a attendu que son fils ait 40 ans avant de lui raconter son histoire. C'était il y a seulement 20 ans. Lorsque j'étais enfant, j'ignorais tout de ce massacre. Nous n'avons jamais connu nos grands-parents. Mon père est décédé quand j'étais petit, donc je n'ai jamais pu ressentir ce lien familial. Aujourd'hui, quand ma mère me parle de ce qu'elle a vécu, ça me bouleverse tellement. La mémoire se transmet de bouche à oreille. Le petit-fils de Chung-ho a grandi sur l'île et pourtant son école locale n'a fait qu'évoquer rapidement les purges de Jeju lorsqu'il était petit. Tout ce qu'il sait, il le doit à sa grand-mère. Ma grand-mère continue de faire des efforts pour témoigner. Et je pense que Jeju, tout comme le pays entier, doit s'efforcer de se souvenir. En tout cas, moi, je ferai en sorte que mes neveux et nièces s'en souviennent. 아이스크림 누가 샀어? 할아버지가? 이 할아버지가 샀지? 누구 할아버지가? 얘 끝나서 내가 사줘. 누구 할아버지가 샀어? Encore aujourd'hui, beaucoup de zones d'ombre subsistent sur le massacre. Ce chercheur a passé 36 ans de sa vie à enquêter sur cette répression. Son combat, faire reconnaître la part de responsabilité des États-Unis qui armait et finançait le gouvernement de Séoul. Ici, on peut voir dans ces rapports américains que l'opération à Jeju a été si réussie qu'elle est décrite comme un succès écrasant. Là, il est écrit que le 20 février 1948, 76 personnes qualifiées de révolutionnaires ont été exécutées. 4 fonctionnaires militaires américains de l'époque ont été témoins de cette scène. Ces documents sensibles prouvent l'approbation, voire la supervision des militaires américains lors de ces purges. Un chapitre méconnu des massacres qui indigne ce chercheur. Ce document montre qu'un officier de l'état-major des forces américaines en Corée s'est rendu sur place pour inspecter et examiner l'opération Jeju. 4 directives ont été transmises à l'armée coréenne. L'armée américaine ne participait pas à la répression, mais elle jouait un rôle de conseil et de direction des opérations. Au total, 15 000 habitants prétendument communistes, dont des nouveau-nés, ont été massacrés. Pour Ho Jun, le bilan réel serait même 2 fois plus élevé. Sous la loi martiale, des familles entières ont été éliminées, rendant quasi impossible le recensement de certains morts. Sur ces dalles sont inscrits leurs noms. 김기하, 김기후, 김달평, 안재희, 이규인, 이기문, 이기문,
이기춘. Nous devons apprendre de l'histoire de ce massacre et transmettre aux générations futures que de telles violences ne doivent plus jamais se reproduire. Nous devons en faire une leçon pour les générations à venir et surtout éduquer pour que cela ne recommence jamais. En Corée du Sud, le spectre de la loi martiale reste dans tous les esprits. Car si le massacre de Jeju en fut le premier drame, depuis 1948, la République a eu recours plus d'une quinzaine de fois à cet état d'urgence militaire. La dernière en date, en décembre 2024. À la surprise générale, le président de l'époque, Yoon Suk-yeol, conservateur de droite, tente de réinstaurer la loi martiale. Près de 80 ans après le massacre de Jeju, l'ennemi évoqué reste le même, le communisme nord-coréen. Mais cette fois, le peuple résiste et s'oppose à sa propre armée. La loi martiale est annulée en quelques heures. Le président est lui placé en détention provisoire. Plus d'un an après les événements, le 19 février 2026, c'est enfin l'heure du verdict contre l'ancien chef d'État. Une décision très attendue par ce candidat de gauche aux élections locales de Jeju. Le coup d'État manqué de décembre 2024 lui a rappelé les pires heures de son île. Avec son équipe, ils espèrent une condamnation exemplaire. Oh, le verdict tombe. Réclusion à perpétuité en première instance. C'est un jugement juste, surtout pour tous les citoyens de Corée du Sud qui ont protesté, pour tous les efforts qu'ils ont menés sur les places publiques et à l'Assemblée nationale pour empêcher l'imposition illégale de la loi martiale. Pour ce candidat, le retour du débat sur la loi martiale est l'occasion de remettre en lumière le massacre de Jeju et ses zones d'ombre. Bonjour, je suis venu vous saluer. Je me présente comme candidat au poste de gouverneur lors de ces municipales. Je me devais de venir saluer les gens ici au marché, car c'est mon tout premier jour de campagne. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente santé pour la nouvelle année. J'espère que vos affaires vont décoller. Prenez bien soin de vous. Si les électeurs sont surtout sensibles au coût de la vie, ils tâchent de glisser dans ces échanges sa lutte contre la mauvaise reconnaissance du massacre de Jeju. Récemment, selon les médias locaux de Jeju, une personne a retrouvé les restes de son père 78 ans après les événements. Cela montre que les efforts pour restaurer l'honneur des victimes ne sont toujours pas suffisants. L'État sud-coréen verse environ 53 000 € par rescapé ou familles endeuillées. Cette indemnisation n'est pas automatique. Il faut être officiellement reconnu comme victime. Faute de preuves, après des décennies de silence et de documents disparus, beaucoup n'y ont toujours pas accès. À l'avenir, il est important que l'histoire soit rectifiée pour que de tels événements ne se reproduisent pas et afin que la péninsule de Corée devienne un espace où l'on ne se bat plus. Dans son programme, le candidat souhaite notamment que toutes les écoles du pays apprennent l'histoire du massacre. L'un des enjeux majeurs est celui de la dénomination officielle de la répression. Par exemple, vous parlez de la Révolution française de 1789. C'est un nom officiel qui fait désormais figure de règle tacite. C'est fou de penser que pour Jeju, cela n'existe pas encore. L'an dernier, plus de 14 000 archives liées aux répressions de Jeju ont été inscrites à l'UNESCO. Un symbole d'espoir pour les militants coréens. Pour eux, ce travail de mémoire reste le meilleur bouclier contre les abus autoritaires du pouvoir.